Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Tout le monde nous parle d'Ukraine, alors tout le monde est devenu spécialiste de l'Ukraine et de la Russie. Hier, ils étaient spécialistes du virus et là, ils sont spécialistes de l'Ukraine et de la Russie. J'admire ces beaux esprits, ces esprits brillants, parce que moi, je n'arrive pas à être spécialiste de tout. Bon. C'est dommage que ces esprits brillants ne soient pas spécialistes de civilisation et de droits de l'homme, parce qu'ils nous auraient évité l'immigration de masse, qui est un génocide contre notre peuple, et ils nous auraient évité le confinement de masse et la vaccination obligatoire, qui sont des atteintes gravissimes aux droits de l'homme. C'est dommage que ces gens-là se spécialisent dans leur propre carrière, et dans leur propre intérêt, et dans ce que veut l'oligarchie. Donc là, l'oligarchie veut diaboliser Poutine. Vous aurez un cœur de précieuses ridicules qui vont diaboliser Poutine. Bon. Donc moi, comme n'étant pas ni ridicule, ni précieuse, ni au service de l'oligarchie, ce qui signifie que je ne suis pas riche, et grâce à Dieu, il vaut mieux être pauvre que de vivre de l'argent mal gagné. Je voudrais revenir avec vous dans l'histoire. Je me suis un peu renseigné sur ces histoires de relations entre la Russie et la mer Noire, la Russie et son environnement. Et au fait, il y a des constantes et des permanences qui remonte déjà au 19e siècle. Et elle m'avait échappé depuis une semaine qu'il y a eu l'invasion de l'Ukraine, m'avait échappé. Mais en fait, l'histoire se répète. Et les Russes suivent la même politique depuis au moins 150 ans. Et ils ont le même échec permanent depuis au moins 150 ans. C'est-à-dire que les Russes ont deux grands problèmes, disons. Ils ont un problème d'accès aux mers chaudes, c'est-à-dire que d'accès à la Méditerranée et au Pacifique. Pourquoi? Parce que leurs ports naturels, leurs ports historiques qui sont Saint-Pétersbourg ou la Baltique, bien en hiver, ils gèlent. Donc vous avez 3 mois, 6 mois, je ne sais pas, vous ne pouvez pas naviguer facilement. Donc les Russes ont toujours essayé d'aller au Pacifique, d'où la guerre avec le Japon qu'ils ont perdu en 1905 pour y avoir des débouchés commerciaux. Mais le Pacifique, c'est très très loin par rapport au cœur de la Russie qui est entre Kiev et Moscou, n'en déplaise à Macron. Et vous avez les vraies mers chaudes, ou les mers chaudes les plus praticables, c'est la mer Noire, mais la mer Noire, là où il y a la Crimée, elle est fermée par la Turquie, par le détroit du Bosphore et des Dardanelles. Ce sont deux détroits, l'un après l'autre. Le Bosphore au nord, si ma mémoire est bonne, et le Dardanelles en bas, ou l'inverse, je ne sais plus. Et après, vous avez la mer Méditerranée. Les Russes, depuis le 19e siècle, essayent d'avoir un accès libre à la Méditerranée. Et ils sont rentrés en concurrence avec les Turcs sur cet accès libre à la Méditerranée dès les années 1810-1820, quand les Turcs sont devenus l'homme malade de l'Europe, les Ottomans, et les Russes ont commencé à les mettre sous pression. Alors il y a eu d'abord des accords entre les deux. Ça a donné des traités au nom imprononçable, notamment un traité de 1833, où comme on disait, la sublime porte, le sultan ottoman, il a donné aux Russes l'exclusivité sur le passage entre la mer Noire et la Méditerranée. C'est-à-dire que ni les Anglais, ni les Français, ni les Prussiens, ni les Autrichiens, personne ne pouvait passer par là, à part les Turcs, évidemment, et les Russes. Grande victoire géostratégique du tsar Nicolas Ier, qui pouvait enfin accéder tranquillement aux mers chaudes, qui est dans l'occurrence la Méditerranée. Les Russes, alors Nicolas Ier, je ne sais pas ce qu'il a eu comme motif politique ou psychologique, il est revenu sur cette exclusivité en négociant avec ce qu'on appelle le traité de Londres. Alors là, c'est 1841, c'est facile à prononcer, le traité à la Convention de Londres ou la Convention des Détroits. Et là, on est sorti, avant on était dans une logique russe avec turc, russe et turc, donc du bilatéral, on est passé en multilatéral, avec les Français et les Anglais, peut-être d'autres puissances, je m'en souviens plus. Et là, on est arrivé à un traité assez hallucinant, où les Russes se contentaient de la mer Noire, les navires militaires. Ils restaient en mer Noire, et les navires britanniques, notamment, et français, ils restaient en Méditerranée. Donc chacun chez soi, c'était un signe de bonne foi. Les Russes ont réduit leurs ambitions, ils ont lâché ce qu'ils avaient de mieux, c'est-à-dire l'accès à la Méditerranée par les détroits turcs. Ils y ont renoncé en espérant s'attirer les bonnes grâces des Européens de l'Ouest, déjà à l'époque, il y a l'espace de séduction, et pour être réadmis dans le jeu européen où les Russes seraient des faiseurs de rois ou disons des arbitres
ce qu'on appelait le concert européen, c'est-à-dire une espèce de foire d'empoigne entre les Français, les Britanniques, les Autrichiens, un peu les Prussiens. Les Prussiens étaient encore assez faibles dans les années 1840. Voilà, donc les Russes, eh bien, ils ont très mal joué, Nicolas Ier a très mal joué, puisque il n'a pas été réadmis forcément dans le Conseil européen, et les Turcs sont passés sous la houlette des Britanniques. C'est-à-dire que les Turcs, qui l'aimaient bien au début, qui avaient même eu besoin de lui pour les défendre contre les Égyptiens en 1831, les Égyptiens ont essayé de conquérir, vous vous rendez compte, l'Égypte a essayé de conquérir Constantinople. Enfin, ce n'est pas l'Égypte, ce sont les Albanais d'Égypte. Les Albanais à suivre de près. Mohamed Ali, un Albanais musulman qui dirigeait l'Égypte pour les Turcs. Il s'est rebellé contre le sultan et il est parti lui casser la gueule à Constantinople. C'est les Russes qui ont sauvé la peau du sultan. Donc ces Turcs ont changé d'alliance, ils ont rejoint les Britanniques. Ce qui fait que les Russes se sont retrouvés coincés à nouveau dans leur Crimée, dans leur mer Noire. Ils ont perdu l'accès, même l'amitié, disons, la sympathie des Turcs. Alors, ils se sont rabattus sur la carte religieuse, ils se sont rabattus sur la défense des orthodoxes. Très important, puisque c'est la diversité avant l'heure. Dans l'Empire turc, les non-musulmans étaient discriminés, comme il se doit. Comme il se doit, je dis entre deux guillemets. Parce que c'est ce que propose la loi islamique. C'est-à-dire que quand tu n'es pas musulman, tu payes des impôts supplémentaires aux non-musulmans et tu es discriminé. Donc les Russes, le tsar a dit « Je ne veux pas que les orthodoxes, qui étaient très nombreux par millions dans l'Empire turc, hein, de Jérusalem à la Grèce, il a dit « Moi, je suis leur protecteur. Je demande aux Ottomans de leur donner l'égalité en droit. » L'égalité qui a été prononcée plus tard en 1860. Et les Français, dans leur grande sagesse, ils ont dit « Nous, on va défendre les catholiques. » Et les Britanniques, très malins, comme d'habitude, perfides, ils ont dit nous, on ne défend personne. Nous, on ramasse la mise à la fin. Et d'où la guerre de Crimée de 1853. C'est-à-dire que l'affaire est très facile à comprendre. Il y a eu un conflit religieux encore un à Jérusalem, la fameuse diversité. Là où tu mets des différences, bah, tu as des problèmes. Entre les catholiques et les orthodoxes, les églises locales se sont mises d'accord sur un modus vivendi, un accord, mais le tsar a dit, je ne veux pas cet accord, je veux plus pour mes ouailles, pour les orthodoxes du Levant, disons de Jérusalem. Les Français, ils ont dit, non, 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 hors de question, nous, on va défendre les catholiques. Et là, le Russe a attaqué le Turc. Il a vite remporté les victoires qu'il fallait, et là, les Français sont arrivés, et les Britanniques sont arrivés à la rescousse des Turcs. Ça a donné la guerre de Crimée. Ils ont repoussé, les batailles n'ont pas eu lieu vraiment en Turquie, les batailles ont eu lieu en Crimée, de 1853 à 1856. Et comme d'habitude, qui a tiré la mise? Les Britanniques, c'est-à-dire les Anglo-Saxons, les Américains d'aujourd'hui, l'OTAN d'aujourd'hui. Qui a été l'abruti, l'idiot utile? Napoléon III. Alors je traite Napoléon III d'abruti, alors que moi je suis comme ça, lui il est comme ça, c'est un géant de l'histoire. Je dis ça avec beaucoup d'amitié. Mais il a été le dindon de la farce. C'est-à-dire que la France a combattu, elle s'est fait un ennemi avec les Russes, elle a combattu, et elle a dépensé son trésor, ses hommes, pour rien, pas gagné grand-chose. Et les Britanniques, eux, ils ont tout gagné, parce qu'ils ont isolé isolé les Russes. Ils les ont ostracisés comme maintenant on va ostraciser Poutine, et ils ont gagné pour toujours l'amitié de nos amis turcs. Enfin, je dis pour toujours, les Turcs plus tard flirteront avec les Bismarck, c'est une autre histoire. Les Français, ils sont revenus bredouilles, ils n'ont rien gagné. Cette guerre a eu lieu en Crimée, d'accord, pas très loin de Mariupol, de Kherson, ces villes dont le souvenir, dont la sonorité nous est si familière aujourd'hui. En Crimée, d'accord, en Ukraine. Voilà, et tout ça, c'est parti il y a les intérêts russes d'aller vers les mers chaudes. Il y a l'amour, enfin une espèce de pulsion contradictoire chez les Russes de plaire aux Occidentaux, mais aussi de les dominer. Les Russes sont tiraillés au fait entre l'Est, où ils voient la vitalité, le Grand Est, les steppes d'Asie centrale, la Mongolie, et l'Ouest, où ils voient la modernité. Ils sont entre vitalité et mortalité. C'est ça un peu leur paradoxe. Et nous, les Européens de l'Ouest, nous sommes assez abrutis par notre arrogance, et nous sommes manipulables par les Anglo-Saxons qui toujours tirent leur épingle du jeu. Je rappelle qu'après la guerre de Crimée, les Britanniques ont continué ils sont devenus le protecteur des Turcs.
Donc ils ont damé le pion aux Français dans l'Empire ottoman. Et après, ils ont pris l'Égypte. Merveilleuse trouvaille. Canal de Suez, fait par les Français, chopé par les Britanniques en grande partie, et ainsi de suite. Donc on a perdu quand même, la France a perdu toute la Méditerranée orientale, où elle avait une vocation. Je vous rappelle que la France, c'est le pays de l'Église, protecteur des catholiques du Moyen-Orient. Donc la France avait un coup à jouer, elle l'a mal joué. Bon, après, on ne peut pas gagner à tous les coups. Voilà pour ça. Voilà pour ça, une histoire de malentendu, une histoire de petits malins qui abusent de la naïveté disons, de l'Europe de l'Ouest. Plus tard, au début du XXe siècle, là aussi, nous avons... bon, les Russes n'ont pas changé, ils ont toujours eu leurs problèmes qui étaient l'accès aux mers chaudes. Et là, on a commencé à le courtiser. Parce que les choses ont changé, l'Allemagne est montée, la Prusse, et là, les Anglais, ils ont commencé ils ont arrêté de mépriser les Russes, et ils ont fait avec eux des accords pour les séduire. L'accord de 1907, l'accord anglo-russe de 1907, je crois qu'il était confidentiel, je ne suis pas sûr, qui a divisé l'Iran, la Perse, sans que les Perses soient au courant. C'est beau le colonialisme quand même. Hein. Les Russes et les Anglais ont divisé l'Iran en 3 zones. Une zone d'influence britannique, qui est toute la zone sud, qui connecte grosso modo l'Arabie Saoudite à l'Afghanistan. La zone nord, qui touche le Caucase russe, elle était une zone d'influence russe, tsariste, et la zone du milieu, c'était un no man's land où il y avait égalité de droit. Dans la zone d'influence britannique ou russe, c'était les ressortissants de ces 2 pays-là qui avaient le droit, respectivement, de faire du business, d'avoir des mines, des concessions minières et autres et autres. Tout ça a été fait sans en avertir les Perses. 1907. Début de la Première Guerre mondiale, 1914, et là on va voir les Russes, on leur dit, les gars, votre demande historique d'avoir un accès libre de vos navires de guerre à la Méditerranée, on va vous la satisfaire. Accord de Constantinople, traité ou accord de Constantinople, 1915. Et là, c'est écrit noir sur blanc, hein. On leur dit, on va vous donner les détroits du Bosphore, Dardanelles, on va vous les donner. Juste, aidez-nous à battre la Prusse. Parce qu'il y avait l'entente cordiale, hein, c'était les Britanniques avec les Russes et les Français. Donc on a promis, les Britanniques et les Français ont promis aux Russes les joyaux de la couronne, c'est-à-dire le contrôle des détroits. Bien sûr que les Russes ont accepté. Après, il y a eu Sykes-Picot, le fameux accord secret entre le diplomate anglais Sykes, le français François-Georges Picot, sur le dos des Arabes. Sur le dos des Arabes. Vous connaissez Sykes-Picot, je ne vais pas en parler forcément tout de suite, mais grosso modo, c'est un accord qui a divisé le monde arabe en zones d'influence britannique et française. Au moment où les Britanniques disaient, et les Français aussi, surtout les Britanniques, disaient aux Arabes, au shérif du Hejaz, ils lui disaient, attention, on t'adore, on t'aime, sors les Turcs et on te donnera ton royaume. Au fait, ils n'en pensaient pas un mot. Après, les abrutis qui nous servent de communicants aujourd'hui, de politiciens, nous interdisent de parler du complot. Ça, c'est un complot, c'est une conspiration, ça explique. On a trompé les Arabes. Et pas n'importe quels Arabes, hein, c'est pas l'épicier du coin. On a trompé le shérif Faisal, Hussein, c'était pas des petits joueurs. C'est l'aristocratie du monde arabe. Ce sont des gens qui étaient capables, c'est du même niveau que Napoléon, au Bolivar. Dans ma bouche, ce sont des aristocrates, hein. C'est pas des petits joueurs, hein. C'est des grands monsieur qui ont été roués dans la farine par les Britanniques et un peu les Français. D'accord? Nous devrions avoir honte. S'il y a une repentance, nous devrions avoir honte d'avoir fait ça aux Arabes. Parce que bon, peu importe, on ne va pas revenir là-dedans. Et donc Sykes-Picot, il a eu un volet russe, c'est-à-dire une fois que les Français et les Britanniques sont mis d'accord, en mai 1916, ils sont partis chercher les Russes, ils leur ont dit, les gars, voilà l'accord confidentiel, et on va vous donner 2 choses. L'ouest de l'Arménie, c'est-à-dire l'est de la Turquie. Donc là, une Arménie hallucinante, une Arménie dans une définition de l'Arménie qui englobe tout le Kurdistan et l'est de la Turquie. On va vous la donner. Et on va vous donner le nord de l'Iran. Pas complètement tout le nord, mais Isfahan, vous pouvez faire des colonies russes là-bas. Tout ça, évidemment, sans en informer ni le peuple turc ni le peuple iranien. Ça, c'est les annexes, on va dire, de Sykes-Picot. Et grâce aux bolcheviks, en 1917, c'est tombé à l'eau parce que le tsar est tombé,
Les bolcheviks ont dit nous ne sommes pas impérialistes, nous ne voulons pas de l'Iran et nous ne voulons pas de la Turquie, de l'Arménie occidentale ou de l'aide à la Turquie. Et ils ont publié ça dans la Pravda, reprise par la presse britannique. On est en 1917, c'est-à-dire hier, il y a 100 ans. Toujours, vous avez cette volonté des Russes de sortir de l'étau continental. Et vous avez les petits malins britanniques, donc anglo-saxons, aujourd'hui c'est les Américains, qui tirent leur épingle du jeu et qui poussent les Français dans des espèces de cul-de-sac terribles qui décrédibilisent les Français et qui ne servent pas leurs intérêts. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ça. Donc il n'y a rien de nouveau, malheureusement. Poutine tombe dans le même piège que les tsars de Russie. Il est piégé par sa géographie dans un sens et piégé par sa pulsion. Les Russes ont une pulsion contradictoire. L'Est, Gengis Khan, la vitalité, les grands hommes virils, les grands espaces, les espaces riches, il y a le Kazakhstan, tout ça, richesse minière, agricole, élan vital, souffle vital, si vous voulez, et l'Ouest, le raffinement. Alors, je vais rassurer les Russes. Pour conclure, il n'y a plus de vitalité à l'Ouest. L'Europe de l'Ouest est devenue une colonie de vieux, naïfs, décadents, qui se font remplacer par des jeunes Africains et des jeunes Arabes. Donc, le tiers-monde maintenant est à Paris et à Cologne. Donc, je pense que pour les Russes, il n'y a plus d'autres alternatives que l'Est. Alors, pas l'Est chinois, les Russes n'aiment pas les Chinois, mais l'Est Asie centrale. Ou peut-être la conquête spatiale, peut-être qu'ils ont une alternative sur Mars. Voilà, j'aurais aimé faire une conclusion plus heureuse et plus sérieuse, mais c'est ce qui me vient à l'esprit. Rions de ce naufrage et espérons que nous serons aux premières loges pour la reconstruction qui vient. À bientôt.